Débat. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Le proverbe oriental dit que le début de la sagesse, c'est d'appeler toute chose par son nom. C'est dans l'espoir d'atteindre une telle sagesse que je propose une étude de la définition de l'être humain qui date de 400 ans. Peut-être que cette vieille définition était acceptable lorsqu'on saignait les patients, mais sur le plan médical, est-ce que c'est encore acceptable au 21e siècle? Nos connaissances ont beaucoup évolué en 400 ans. Nous savons maintenant que les organes des enfants, son cœur, son foie et ses enfants sont entièrement formés et nous pouvons déterminer à quel moment son cerveau commence à fonctionner. Les parents peuvent voir leur enfant réagir à un stimulus et sucer son pouce. Ce n'était pas possible il y a 4 ans lorsque la loi a essayé de décrire qui est un être humain. Pourquoi est-ce si important qu'une loi définisse qui est un être humain? Pourquoi consacrer du temps et de l'attention à cette question? Quelle importance que ces lois soient rédigées avec beaucoup de soin et la plus grande honnêteté. C'est triste de devoir même poser la question. Il est triste que ce ne soit pas évident pourquoi la définition de l'être humain dans notre loi doit être absolument honnête, fondée sur des preuves et de bons principes. C'est tellement important parce que des personnes puissantes peuvent priver les personnes vulnérables de tout droit en décrétant que ce ne sont pas des êtres humains. La seule façon de protéger les droits inaliénables de tous est de protéger les droits inaliénables de chacun, comme le disait le Dr Martin Luther King avec sagesse et courage. Il a dit « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Si l'on peut refuser les droits fondamentaux à une seule personne vulnérable, elles peuvent l'être à tous. » Voici de quelle façon la Déclaration des Nations unies sur les droits de la personne l'énonce. Je cite, « La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » C'est pourquoi nous ne devons jamais accepter une loi qui décrète que certains êtres humains ne sont pas des êtres humains. Aucune politique ne le justifie. Aucune idéologie ne le justifie. Voici ce qu'est notre définition d'un être humain qui date de 400 ans. Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu'il est complètement sorti vivant du sein de sa mère. Combien de Canadiens croient cela? Qui croient que la naissance est un moment de transformation magique qui transforme un enfant d'un non-humain à un être humain? Très peu, Monsieur le Président. La plupart des Canadiens savent que notre définition actuelle représente malhonnêtement la réalité de l'être humain. Dans les années 1850, des juges de la Cour suprême des États-Unis, très instruits, civilisés, ont décidé que les Afro-Américains n'étaient pas des personnes en vertu du droit américain. Vous et moi, si nous avions été membres du Congrès, est-ce que vous n'auriez pas levé la main pour dire « c'est mal » ? Au début du 20e siècle, 9 juges très instruits et civilisés de la Cour suprême du Canada ont décrété que les femmes n'étaient pas des personnes en vertu du droit canadien. Si vous et moi avions été députés, est-ce que vous n'auriez pas levé la main pour dire « c'est mal » ? Maintenant, au 21e siècle, nous découvrons que nous avons une loi qui date de 400 ans qui décrète que certains enfants ne sont pas des êtres humains. Pourquoi ne pas lever votre main pour dire « c'est mal » ? Nous ne devrions jamais accepter une loi qui décrète que certains êtres humains ne sont pas des êtres humains. Si nous acceptons une loi qui décrète que certains êtres humains ne sont pas humains, la question que nous devons poser est
qui sera le prochain? Cette question a reçu une réponse récemment. Le professeur Alberto Guy Bellini et Augusta Minerva nous ont dit qui ils pensent devraient être les prochains dans un article publié dans le respecté journal d'éthique médicale. Ce sont des universitaires sérieux affiliés à des universités respectables. Si vous acceptez leur prémisse qu'il est acceptable de décréter que certains humains ne sont pas humains, leur logique en découle inévitablement. Ils signalent qu'il n'y a aucune différence entre un enfant avant la naissance et un nouveau-né. Comme nous avons déjà décrété qu'un enfant avant la naissance n'est pas une personne humaine et qu'un nouveau-né n'est pas différent, alors ils disent que nous pouvons et devons décréter qu'un nouveau-né n'est également pas une personne. Et voici ce qu'ils ont dit en leurs propres mots. Ils ont dit les mêmes arguments mis de l'avant pour tuer un fœtus humain pourraient être logiquement mis en avant pour tuer un nouveau-né humain. Fin de la citation. Cela peut vous sembler être une caricature, mais ce n'est pas le cas. C'est une conclusion sérieuse tirée par des universitaires sérieux et elle est parfaitement logique s'il est acceptable de décréter, sans égard pour la réalité biologique ni des principes des droits de la personne, que certains êtres humains ne sont pas des personnes humaines. Je vous explique pourquoi il est si important que le Parlement rejette toute loi qui affirme que certains êtres humains ne sont pas des êtres humains. L'article de Jubilini et Minerva nous explique pourquoi il est si important que le Parlement rejette toute loi qui affirme que certains êtres humains ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas simplement une question théorique. Au Canada, chaque année, le décès de 40 à 50 bébés qui sont nés vivants et qui meurent plus tard sont classés comme une interruption de grossesse. Un homme de lettres a jadis été accusé de trahison pour avoir défendu les droits de la personne fondamentaux d'un militaire français. Ce qu'il a alors déclaré traduit mes inquiétudes quant au paragraphe 223.1. Je vous le cite ici. Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression sur la justice de nos pays. Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette pression sur la justice du pays. La motion 312 demande simplement qu'on examine les preuves sur le moment où un enfant devient un être humain. Elle ne propose aucune réponse à cette question. En fait, elle demande au comité de ne pas prendre de décision, de ne pas formuler de recommandations, mais simplement de faire rapport sur des options. Et ceux qui croient que le moment de la naissance complète transforme d'une manière ou d'une autre un enfant d'un non-humain en un être humain devra avoir suffisamment de confiance dans leurs propres croyances pour l'exposer à l'examen de la preuve. Qu'ont-ils à craindre de l'examen de la question? Pourquoi s'opposer à une simple étude? Les paroles de Zola s'appliquent encore et je les paraphrase. La raison pour laquelle ils s'opposent à une simple histoire, c'est parce qu'ils craignent votre bon sens. Ils ne veulent pas courir le risque que nous disions tout et que vous puissiez juger de toute l'affaire. Fin de la citation. Encore une fois, je cite Zola. J'ai dû lutter pas à pas contre un désir extraordinairement têtu de noirceur. Une bataille nécessaire pour obtenir toute parcelle de vérité. Fin de la citation. Comme Zola le disait, je dis à mon tour, c'est pour vous seulement que je me suis battue. Que cette preuve vous soit présentée dans son intégralité afin que vous puissiez exprimer votre opinion selon votre confiance sans remords. Fin de la citation. De sa naissance. Voyez-vous une nouvelle vie humaine avec un cœur qui bat et des mains complètes comme chez tout être humain? Ou bien ne vous voyez-vous qu'un objet
un obstacle, voire un parasite? Accepterez-vous au moins que l'on examine les preuves existantes? When you consider it, Lorsque vous voyez un enfant vers sa naissance, voyez-vous une nouvelle vie humaine avec un cœur qui bat et des mains comme chez tout être humain, ou bien ne voyez-vous qu'un objet, un obstacle, voire un parasite? Accepterez-vous au moins que l'on examine les preuves existantes? Et si la preuve vous dit qu'un enfant est un être humain avant le moment de sa naissance complète, allez-vous fermer les yeux, nier la vérité simplement pour justifier l'avortement? Est-ce que vous devez prétendre qu'un enfant n'est pas humain au moment de sa naissance complète pour justifier l'avortement? Non. Même si un enfant est un être humain, on peut faire valoir que les droits de la mère l'emportent sur ceux de son enfant. entre en conflit, il n'est jamais acceptable de nier que l'un d'entre eux soit un être humain. When the rights Lorsque les droits de deux personnes entrent en conflit, il n'est jamais acceptable de nier que l'un d'entre eux soit un être humain et qui mérite d'être reconnu comme tel. Madame le juge Bertha Wilson, dans la décision de l'affaire Morgenthaler en 1988, qui a invalidé la loi canadienne sur l'avortement, a dit: quant au point précis du développement du fœtus ou l'intérêt qu'à l'État de le protéger devient supérieur, je laisse le soin de le fixer au jugement éclairé du législateur qui est en mesure de recevoir des avis à ce sujet de l'ensemble des disciplines pertinentes. Il me semble cependant que ce point pourrait se situer quelque part au cours du second trimestre. Fin de la citation. Ce sont ses paroles à elle. Il est clair que cette éminente juriste, une féministe, croyait qu'il était inacceptable de refuser toute reconnaissance, quelle qu'elle soit, aux enfants avant leur naissance. Il est clair qu'elle croyait que c'était le devoir du Parlement de corriger cette situation, une opinion partagée par la suite par d'autres tribunaux. En fait, Madame la Présidente, près de 80% des Canadiens croient que notre loi reconnaît déjà les intérêts et les droits des enfants après le deuxième trimestre. Ils ne savent pas que notre loi, notre définition de l'être humain, qui date de 400 ans, enlève ces droits. Lorsqu'ils en sont informés, plus de 70% des Canadiens croient que notre loi devrait reconnaître les droits des enfants au moins pendant le troisième trimestre de leur développement. Madame la Présidente, ce consensus est plus fort que pour toute autre question aujourd'hui. Les Canadiens de partout dans notre grand pays commencent à savoir, d'après leur propre expérience, la vérité que l'enfant est un être humain avant le moment de sa naissance complète. En d'autres mots, les Canadiens savent que le paragraphe 223.1 est malhonnête. Est-ce que vous voulez un Canada où une personne ou un groupe peut organiser une loi malhonnête pour décréter que certains êtres humains ne sont pas des êtres humains, comme le fait le paragraphe 223.1? Ce n'est pas le Canada que souhaitent les Canadiens. Et si vous examinez votre cœur, ce n'est pas non plus le Canada que vous voulez. Si la vérité vous importe, vous suivrez courageusement les faits là où ils vous mèneront. Les Canadiens s'attendent à ce que les parlementaires incarnent ce courage, cette force, cette quête pour la vérité fondée sur des précis. Est-ce que vous serez courageux au nom de la vérité ou craintif? Vous pouvez faire confiance aux Canadiens. Ils vont accepter la vérité comme vous. La juge Wilson a dit que le Parlement devait s'informer auprès des disciplines compétentes, pertinentes. C'est ce que propose la motion 312. Lorsque le comité déposera son comité, le Parlement pourra agir ou ne pas agir. Quoi qu'ils choisissent, les Canadiens auront au moins le bénéfice d'être informés
par des disciplines pertinentes, comme l'a recommandé la juge Bertha Wilson. C'est le devoir des parlementaires de le faire. Un grand Canadien a dit, ceux qui parlent des droits de la personne doivent être prêts à pratiquer ce qu'ils prêchent. Dieu nous garde de ne pas faire cela lorsque la voie du devoir est claire. Le Canada n'est pas ce genre de pays. Fin de la citation. Donc, ne vous inquiétez pas d'imagination craintive, mais regardez seulement la malhonnêteté du paragraphe 223.1. Exprimez-vous afin d'exposer cela à la lumière de la preuve scientifique. Les Canadiens vous en remercieront. Concilions ensemble les Canadiens et les Canadiennes sur cette noble question. Alors, l'honorable député pourra peut-être conclure. Questions et commentaires? L'honorable député de Gatineau. Merci, Madame la Présidente. J'aurai la chance de répliquer, alors je vais me contenter à poser une question à mon collègue parce qu'il se plaît à citer la juge Wilson. Il n'y a rien de plus extraordinaire, Madame la Présidente, que d'entendre des avocats s'échanger des citations dans les mêmes décisions des mêmes juges. Et ce que le collègue d'en face semble oublier, c'est que la juge Wilson a aussi dit, dans le contexte de cette décision-là, dans Morgan Taylor en 88, qui touchait à l'article 251 du Code criminel, que ça limitait le recours d'une femme enceinte à l'avortement, que ça violait son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne au sens de l'article 7 de la Charte, d'une façon qui n'est pas conforme avec les principes de justice fondamentale. Mais l'impression, Madame la Présidente, que j'ai eue du discours complet de mon collègue, c'est que sa motion 312, qui au début, tente de nous faire croire que c'est une motion qui est sérieuse, qui veut vraiment voir une étude en profondeur. Il y a déjà toutes ces réponses, Madame la Présidente. Alors, je lui pose la question, est-ce qu'il attend des réponses à sa motion ou est-ce qu'il les a déjà et il a déjà répondu à ces questions? L'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Madame la Présidente, et je remercie ma collègue pour sa question. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec elle au Comité de la justice et j'apprécie toujours un dialogue, un échange de vues respectueux avec n'importe quel Canadien, plus particulièrement avec un autre avocat. Et la mesure dans laquelle mon opinion se reflète dans la motion est celle-ci. C'est vrai, j'ai conclu que le moment de la naissance complète n'est pas le moment où l'enfant magiquement se transforme d'un non-humain en un être humain. Je ne sais pas ce que le comité entendra si un comité entreprend cette étude, mais je suis tout à fait disposée à laisser les témoins comparaître. Et le comité fera ensuite un rapport au Parlement. Et je ne demande pas au comité de... je ne lui dis pas quels arguments croire et ne pas croire, mais simplement de faire rapport sur les options, quelle que soit mon opinion sur la question. J'espère qu'au bout du compte, les Canadiens seront informés. Qu'avons-nous à cacher? Pourquoi avons-nous peur de la vérité? Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma conscience me dit qu'il faut respecter la paix sociale dans ce pays. Ma conscience me dit qu'il faut respecter le droit des femmes. Ma conscience me dit qu'il faut respecter, qu'il faille être pro-choix. Moi, on a parlé beaucoup d'honnêteté dans ce discours-là. On a parlé de malhonnêteté dans ce discours-là. Ce que je trouve malhonnête de la part de ce discours-là, c'est que dans les faits, ce que ce député veut faire, c'est de criminaliser à nouveau l'avortement. Alors, s'il veut être honnête, pourquoi il ne vient pas dire ici qu'il veut criminaliser l'avortement à nouveau et que, deuxièmement, son propre premier ministre a dit qu'elle allait voter contre sa motion? Est-ce que, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est de réouvrir un débat qui a déjà été fait et qu'on veut la paix sociale et respecter le droit des femmes dans ce pays? L'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie mon collègue pour sa question. Je souhaite honnêtement ce que dit la motion, c'est-à-dire un dialogue respectueux et une étude
ouverte sur la question. Je veux que tous les Canadiens soient informés, quelles que soient nos opinions sur la question de l'avortement. Et il doit sûrement être utile de savoir si un être humain ou si un enfant est effectivement un être humain avant le moment de sa naissance. Et cela éclairera nos discussions et l'en rendra plus utile et nous aidera à réconcilier les Canadiens.